Bonsoir tout le monde, on est content de se retrouver avec Georges Piara pour continuer à parler des Juifs du Maghreb. Mais là, tu veux faire un zoom out et aller un petit peu dans l'idéologie, les fondements des relations entre l'islam et le judaïsme. Et malheureusement, je pense que ces fondements influencent jusqu'à la réalité dure de ces derniers jours en Israël. Bechavot, Georges. Merci, Johan. Alors, tu as tout à fait raison, mais je m'en expliquerai tout de suite. Tu peux juste me mettre en écran. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Je vais y arriver. Voilà. Alors, évidemment, le cours de ce soir sera placé à la mémoire de ces enfants, de ces qui ont été assassinés, du père de ces gosses qui est dans un état critique à l'hôpital, et évidemment une très forte pensée pour l'épouse et la mère de ses enfants. C'est une situation absolument horrible et à eux vont toutes nos pensées. Avant de commencer le cours, j'ai deux, trois choses à vous dire. Alors d'abord, parce qu'il en faut quand même des bonnes nouvelles. Alors les bonnes nouvelles, c'est que nos amis André et Simone Greenspan ont monté en grade, ils ont eu une médaille, ils sont devenus pour la première fois arrière-grands-parents, c'est-à-dire que le Rav Amnon est devenu grand-père d'un petit garçon. Et évidemment, nous leur disons un grand, grand Mazel Tov à la venue de ce petit être dans notre famille. Ça, c'est pour les annonces. Maintenant, je voudrais vous rappeler aussi deux événements de Midreshet Manitou que vous pourrez retrouver sur les mails de Midreshet sur votre ordinateur, mais je vous les rappelle quand même. Alors, la première chose, c'est le dimanche 19 février, c'est donc dimanche prochain, à 19h à Chiba. Il y a une conférence par le docteur Yitzhak Abba, qui est un économiste brillant, on l'a déjà entendu à plusieurs reprises, et qui va nous parler au cœur de la tourmente postmoderniste, la famille israélienne. C'est un vrai sujet de société. Et il sera accompagné de Maggie Rosenberg, qui est psychologue et qui, elle, nous parlera de la famille israélienne dans tous ses éclats. Pas tous ses états, tous ses éclats. Ça, c'est donc dimanche prochain à 19h à Chiba. C'est a priori uniquement en présentiel et il faudrait donc vous inscrire. Vous avez tous les détails sur votre mail, sur votre ordinateur. Par ailleurs, le mercredi 1er, il y a deux soirées de projection. Le mercredi 1er mars et le jeudi 2 mars, il y aura la projection du film de Michael Greenspan, qui est le fils de André dont je vous ai parlé avant, un film sur Manitou, La parole retrouvée. Le film est en français, sous-titré en hébreu, et ça se passera au centre Begin. Là aussi, il faut réserver votre place et vous aurez tous les détails de cette soirée sur le mail de la Midreshet Manitou. Voilà. Alors, avant de prendre le cours, je voudrais vous faire un petit résumé quand même de ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avions parlé des migrations internes au monde séfarade, c'est-à-dire de l'Algérie du Maroc vers l'Algérie ou l'Égypte ou également vers la Palestine. Très souvent d'ailleurs suite à des pogroms, ce sera par exemple le cas de la communauté de Debdou au Maroc qui va se réfugier de l'autre côté à Tlemcen. Mais il y a des migrations vers des pays beaucoup plus lointains, notamment l'Amérique du Sud, et nous avons vu qu'on part d'abord seul et plus tard avec la famille. Alors on part seul parce qu'en partant, eh bien, on va gagner un petit peu d'argent qu'on pourra envoyer à la famille et aider la famille à rester sur place. D'un autre côté, les gens qui partent sont les plus entreprenants, les plus ouverts, les plus modernistes, et donc il y a des cadres qui partent et qui manquent ensuite dans la communauté marocaine. Alors l'Alliance israélite, contre ces principes d'ailleurs, incite à l'émigration, parce qu'elle comprend qu'il y a peu d'avenir pour les Juifs sur place. Et dans les migrations intérieures au monde arabe, on a des chiffres intéressants. En Irak, on passe de 60 000 Juifs en 1880 à 130 000 en 1950. En Égypte,
on parle de 5000 juifs en 1800, c'est un très petit chiffre, on arrive à 80 000 juifs en 1948. Parmi ces 80 000 juifs, je vous avais précisé qu'il y en avait 11 300 qui ont été expulsés du Yishuv par les autorités anglaises. 11 300, c'est un chiffre important. Alors, évidemment, ça rentrera dans l'histoire du sionisme, mais enfin, au passage, je voulais vous le mentionner. Voilà, l'entraide en Égypte notamment joue, elle fait ce qu'elle peut, mais assez difficile de faire face. On migre également à l'intérieur du Maroc, notamment des campagnes vers les villes pour échapper à l'autorité du caïd extrêmement violent dans les campagnes, tout ça nous l'avons vu. Maintenant, je vous ai également parlé de l'émigration vers la Palestine, en commençant par vous citer un livre écrit en 1789. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce livre, il est à peu près concomitant d'un livre analogue du Gaon de Vilna qui s'appelle le Collator. Et ce livre, écrit en 1789, a comme titre « Un État juif » et il a été écrit par Rabbi Yehuda Bibas, c'est-à-dire une centaine d'années avant le manifeste de Herzl. Donc, le mouvement sioniste, l'esprit, l'idée de retourner, de revenir vers sa terre est bien antérieur à Herzl, ce qui n'enlève rien du tout à son mérite, puisqu'il a été capable de cristalliser le côté politique de cette entreprise, qui n'a pas été la chose la plus facile. Alors, de 1840 à 1882, il y a plusieurs vagues d'immigration du monde arabo-musulman vers la Palestine. Pourquoi 1882? Parce que c'est l'année de l'arrivée des premiers immigrants du Bilou. Alors le Bilou, il est resté très présent dans la mémoire de l'histoire sioniste, à juste titre d'ailleurs, d'un mouvement sioniste religieux, bien, mais il a totalement effacé l'apport du monde séfarade à l'immigration en Palestine. Et nous allons avoir quelques chiffres. Alors, on a évidemment, dès 1840, les premiers, les précurseurs sont les Shlouch, qui ont laissé un grand immeuble aujourd'hui à Yafo, ou Rav Abou, dont nous a largement parlé notre guide préféré Ariel Assaf, qui a acheté beaucoup de terres en Galilée avec toute sa famille. Je ne vais pas vous refaire l'histoire puisque nous en avons bénéficié par un expert de la question. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces différents mouvements d'Alia vers la Palestine, ils sont presque toujours encadrés ou accompagnés d'un rabbin. Et ça, c'est très important parce que c'est la pierre angulaire, c'est le roc sur lequel va s'appuyer ce yishuv difficile dans des conditions très compliquées, très pauvres, et ces rabbins vont soutenir le moral de leurs ouailles. Nous avons par exemple Rav Ben Simon, qui va créer la communauté des Mugrabim à Jérusalem. Nous avons Rav Amsalag, qui s'installe lui à Petar Tikva et ensuite va acheter des terrains à Rishon LeZion. Et on a aussi un personnage très curieux, c'est une poétesse de Rabat qui s'appelle Léa Aboujdid et qui monte en 1861, donc très très tôt. On estime qu'entre 1830 et 1914, environ 20 000 juifs des pays arabo-musulmans ont émigré vers la Palestine. C'est un chiffre conséquent, 20 000, ne vous trompez pas. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes puissants, nous sommes 9 millions, mais à l'époque, on comptait sur les doigts de la main les juifs présents en Israël. Donc, 20 000 est un chiffre vraiment important. Il y a émigration vers la Palestine de juifs d'Irak, de Boukhara, du Kurdistan, de Grèce, d'Afghanistan. Et au passage, vous avez raconté l'histoire de Rabbi Gargi, qui avait été converti de force en Afghanistan, qu'on a obligé à pèleriner à la Mecque, et au retour, eh ben, il s'est échappé et il est revenu au judaïsme, évidemment, et est resté en Palestine. En 1890, 950 juifs émigrent de Kiraz en Perse. 950, c'est un chiffre important. Et nous avons les chiffres suivants. La majorité des juifs de Haïfa est séfarade en 1914. La majorité des juifs présents à Haïfa.
Et il représente la moitié de la communauté juive de Jérusalem à la même époque. Donc un chiffre important, en n'oubliant pas que le monde séfarade, là j'emploie le chapeau commun, séfarade ou mougrabim, peu importe, représente 10% de la population ashkénaze. Donc quand ils sont la moitié de la population de Jérusalem ou la majorité à Haïfa, ce sont des chiffres vraiment conséquents. Et après, je vous ai parlé de l'alliance du Yémen, qui est un peu particulière, parce que du Yémen, quand on ne part que pour une seule destination, ça ne peut être que la Palestine. Ça ne peut pas être un autre pays, c'est certainement pas l'Amérique du Sud. Il y a 3 vagues d'émigration du Yémen après 1881, et en 1918, les 10% de la communauté juive yéménite habitent en Palestine, c'est-à-dire environ 3000 personnes. En 1948, à la création de l'État, un tiers de la communauté juive yéménite est déjà en Eretz Israël. Et par contre, cette immigration n'est pas facile. Elle est totalement ignorée du récit sioniste, une grave lacune. Ils sont rejetés, ils vivent dans une misère absolue et finiront par s'installer, en ce qui concerne Jérusalem, à Shiloh, d'où ils seront expulsés en 1929 par nos amis anglais qui disent qu'ils ne peuvent absolument pas assurer leur sécurité. En 1908, il y a une deuxième vague qui s'installe à Rehovot et à Rishon LeZion, toujours dans des conditions absolument épouvantables. Et en 1918, il y a une troisième vague, mais pas seulement du Yémen, de tout l'Orient. Et cette troisième vague inquiète terriblement la France. Vous savez que la France est très préoccupée du sort des Juifs, nous le savons bien aujourd'hui. Et ça l'inquiète énormément, notamment au Maroc, parce que ça pourrait froisser les amitiés arabes. Et de fait, du Maroc quitte en 1923 340 Juifs vont quitter Fès. Alors évidemment, 340, c'est un chiffre minable, mais ce n'est pas un chiffre minable du tout. Parce que pour quitter Fès, pour quitter le Maroc et aller en Palestine, il faut d'une part avoir une invitation, un correspondant en Palestine qui vous invite à venir, ce qui est très facile à obtenir sous le mandat anglais, vous imaginez bien. Et en plus, il faut déposer des sommes considérables en guise de caution auprès du sultan. Donc, c'est très, très difficile de quitter le Maroc et pour arriver dans un pays où ils sont vraiment mal reçus. Le résultat est quand même que la vie est tellement dure que nous avons 10% de retour de Palestine vers le Maroc, pour la grande joie d'ailleurs de l'alliance israélite qui ne se révèle pas être particulièrement sioniste. Là que les choses changeront avec le temps. Je reviens encore une fois sur le Yémen, où, ce que je vous ai dit avant, tous les Juifs du Yémen, ils partent pour la Palestine. Et ils partent notamment parce qu'il y a des rumeurs que la famille Rothschild a acheté plein de terres qu'elle va distribuer aux immigrants pour pouvoir être agriculteurs. Donc, c'est une rumeur, il y a un fond de vérité là-dedans, mais elles n'étaient pas spécifiquement destinées aux Juifs du Yémen. Alors, ceux qui ont un tout petit peu de moyens vont embarquer dans des bateaux où très souvent ils seront dépouillés et malmenés par l'équipage. Les autres, trop pauvres, iront à pied, transitent par l'Égypte. Et alors, arrivant en Égypte, ils sont très misérables, je vous l'ai dit. L'Alliance israélite leur dit qu'elle est prête à les aider à condition qu'ils restent sur place. Au mieux, qu'ils aillent en Libye où dominent les Italiens, qui sont libéraux et les laisseront venir. Donc, l'Alliance conditionne son aide à ces pauvres gens au fait qu'ils ne montent pas précisément en Palestine. Et un certain nombre vont faire souche, effectivement, en Égypte. Du point de vue des Juifs installés en Israël, les Juifs yéménites sont considérés comme des Arabes juifs bon marché. Très élégant. Il y a 2 approches là-dedans. En 1880, Nissim Béar fait venir des Juifs yéménites parce que il considère que, c'est très intéressant ça, si on continue d'employer des Arabes dans l'agriculture, on va rentrer dans un système de colonisation.
Et ça, il faut le refuser à tout prix, le travail doit être juif. Donc l'idée de Nissim Béar, c'est de faire venir les Juifs yéménites pour que le travail soit juif, pour véritablement mériter la terre d'Eretz Israël. En 1909, Aaron Eisenberg, qui est le président de tous les pays, de tous les agriculteurs de Palestine à l'époque, il a des considérations beaucoup moins élégantes et élevées moralement, puisqu'il dit que la main-d'œuvre juive du Yémen est payée au tarif arabe. Donc c'est parfait. Tarif très bas et une main-d'œuvre qualifiée, parce qu'ils savent travailler, et obéissante. Alors, pas très élégant, évidemment. Et nous avons quelques lettres qui nous parlent de c'est pire que la servitude en Égypte, et quelques juifs yéménites d'ailleurs qui feront demi-tour et rentreront de nouveau au Yémen. Voilà. Alors nous en étions là, et je voudrais maintenant vous expliquer la suite de. Jusqu'à présent, depuis pas mal de semaines, on a essayé de voir un peu la vie quotidienne des Juifs dans le monde arabo-musulman. Maintenant, je vais raconter plein de petites histoires, il y en a pour des années à vous raconter des histoires, je ne peux pas tout faire non plus, mais ce que je voudrais essayer, c'est de tirer la quintessence de cette situation, le pourquoi de ce rapport aussi difficile entre l'islam et le judaïsme. Alors évidemment, ça va nous prendre quelques cours aussi. Évidemment, fatalement, je serai amené à répéter des choses que j'ai déjà dites, pas tout, heureusement, il y a quand même du nouveau, mais bon, finalement, ça ne nous fera pas de mal à nous tous de nous remémorer un petit peu ce qu'on a déjà vu, parce qu'il arrive que la mémoire flanche un peu. Donc, je vais essayer de reprendre ce que nous, enfin, pas reprendre ce que nous avons vu, d'essayer de tirer véritablement la quintessence de toute cette histoire. Alors, on prend du recul et on essaie de comprendre comment, quel que soit le dominant, il s'agit donc, quand je parle de dominant, il s'agit soit des Arabes musulmans, soit des colons français, anglais, italiens. Je précise bien donc, quel que soit le dominant, les Juifs en terre arabe ont toujours un statut de colonisés, c'est-à-dire de non-citoyens, de citoyens au rabais. Voilà, alors on va expliquer tout ça. Ils n'ont jamais été intégrés dans la nation où ils habitent, ils sont tolérés, oui, mais ils ne seront jamais intégrés. Je ne parle pas d'assimiler, je parle d'intégration. Et en fait, dans la conscience arabo-musulmane, le juif, à la fin du 19e siècle, déjà bien avant, mais ça se cristallise au 19e et au 20e, a d'abord la figure du mépris. Ce terme va revenir X fois dans mon exposé. Le mépris. Et peu à peu, il deviendra un traître. Nous verrons comment ça procède. Fin du 19e siècle. Dans le monde arabo-musulman, le juif est un être utile, de peu d'intérêt, méprisable et inférieur. C'est la description du père Foucault, qui s'était déguisé en juif pour voir comment ça se passe. Voilà ce qu'il nous rapporte. Utile, de peu d'intérêt, méprisable et inférieur. Cette histoire de mépris, d'ailleurs, a une illustration contemporaine. Vous voyez souvent ce qui se passe en France avec des jeunes racailles des banlieues. Quand ils s'en prennent à quelqu'un, la première chose qu'ils demandent, baisse les yeux. Pas le droit de regarder les yeux dans les yeux. C'est vraiment cette attitude de mépris. Ça, ils l'ont appris. Les grands principes du Coran, peut-être un peu moins. On va être un autre problème. Alors, les Juifs sont tolérés aux conditions du dhimmi, ça nous l'avons vu, mais leur présence, ça c'est important, ne provoque pas une passion judéophobe absolue, contrairement au monde chrétien. Je m'explicite là-dessus tout à fait. Ils sont vus négativement, ils sont méprisés, mais ils n'obsèdent pas la conscience musulmane. Alors qu'à l'inverse, dans le monde chrétien, la simple existence des Juifs c'est pas une épine, c'est un oursin dans le pied. C'est insupportable. Pas dans le monde musulman, leur présence est tolérée, parfaitement supportable. Ils n'expriment pas
une haine absolue, totale, permanente et récurrente à l'égard des Juifs. Alors, il y a des explosions, nous l'avons vu X fois, mais ça n'est pas obsessionnel comme dans le monde chrétien. Jusqu'au monde chrétien, évidemment, jusqu'au 19e, laissons de côté la Shoah, c'est un autre problème. Là, avec l'émancipation, avec les droits de l'homme, avec les Lumières, le monde chrétien va changer un petit peu d'attitude, un petit peu. Le grand changement viendra évidemment avec l'encyclique du pape Jean XXIII. Ça, c'est très différent. Là, il y a un vrai changement. Bien. Donc, ils sont tolérés, ils ne sont pas totalement, absolument haïs. L'hostilité contre les Juifs, alors, quelle en est l'origine? Alors, elle est d'abord instillée, alors écoutez bien parce que vous allez bondir, elle est évidemment instillée par les chrétiens, et plus encore par des chrétiens convertis à l'islam. Je vous rappelle que quand l'islam est né en Arabie, il y avait des chrétiens en Arabie, pas énormément, mais il y en avait beaucoup, par exemple en Algérie, il y en avait au Maroc, et ils ont tous été convertis. Ce sont ces chrétiens convertis à l'islam qui ont instillé dans l'islam une tradition anti-juive, tradition chrétienne, transmise. Mais on va aller encore un petit peu plus loin. Mais c'est là que vous allez bondir. Il y a des polémiques théologiques contre les Juifs et elles trouvent toutes leurs sources dans les textes chrétiens pré-islamiques. Donc, encore une fois, ces chrétiens convertis en masse à l'islam. Ces partis pris anti-juifs chrétiens, alors écoutez bien, viennent eux-mêmes de juifs de l'Antiquité qui ont été convertis de force au christianisme. Alors ça, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Ils ont véhiculé la tradition anti-juive de l'Antiquité. Là, on remonte très très loin, on remonte au Maccabim, donc au IIe siècle avant, IIe, IIIe siècle avant l'ère commune, des Juifs qui ont été ensuite convertis au christianisme, qui ont amené les principes antisémites, anti-juifs de l'époque païenne, l'ont transmis ensuite aux chrétiens, qui l'ont transmis à l'islam. Alors, je ne dis pas que les Juifs ont toute la responsabilité de ça, mais vous voyez qu'il y a une constante dans l'histoire, c'est la haine du Juif, alors avec des hauts et des bas, mais ça remonte très très loin, ça continue, et ça continue encore aujourd'hui. D'ailleurs, si ça continue encore aujourd'hui, ça prouve qu'on est encore toujours là. Ça, c'est le côté positif des choses. Encore qu'il y ait des pays, comme par exemple le Japon, il y a une trentaine d'années, étaient très antisémites alors qu'il n'y avait pas de Juifs. Mais enfin, c'est une autre histoire. Donc voilà, cette origine, cette tradition anti-juive de l'islam. Alors un autre point important, vraiment très important, c'est que la société musulmane est régie par l'idée de servitude. Alors, j'ai employé souvent le mot d'esclavage, mais il ne faut pas forcément l'entendre au sens de quelqu'un qui appartient corps et bien à un maître, pas obligatoirement, mais un état de servitude. Et cette idée de servitude, alors à l'origine, vient directement de l'esclavage qui était pratiqué en Arabie, dans tous les pays à l'époque. Alors, Foucault, encore une fois, je le cite, nous dit « Dans la campagne, le juif peut aller à dos d'âne ou à dos de mulet, mais au péage des portes d'entrée dans les villes ou les villages, il est soumis à une taxe comme les bêtes de somme. Donc, on le réduit au statut d'animal. Et il doit payer une taxe pour entrer dans la ville au même titre que son mulet ou son âne. En ville, toujours Foucault qui parle, on l'a vu, il se déchausse et va à pied. Le juif est un serf, S-E-R-F, sur lequel on a tous les droits. Voilà le statut du juif. Le mépris, je vais lentement parce qu'il y a plusieurs notions qui viennent. Le mépris est un code culturel qui structure strictement la société musulmane. Le mépris, c'est la ligne de partage entre le nous et eux.
entre nous, les bons musulmans, et les autres. Au Yémen, par exemple, quand les Ottomans veulent arrêter cette violence, vers 1880, les Ottomans vont occuper le Yémen pendant quelque temps, pas très longtemps, mais le Yémen, les Ottomans sont régis par la suppression du statut de dhimmi et l'intégration des Juifs. Donc, ils veulent arrêter cette violence pratiquée contre les Juifs du Yémen, nettoyer les excréments, débarrasser les charognes dans les rues, etc. Un juriste yéménite rétorque aux Turcs qu'il s'agit d'un vieil usage qu'on ne peut pas modifier. C'est tout simple. C'est là-dessus, c'est ce qui structure la société. Excusez-moi. Alors, le mépris, il est également mis en lumière par le vocabulaire qui est utilisé. Le juif est désigné par le mot abd. Abd, ça vous rappelle quelque chose, Eved, l'esclave. Il n'est pas tout à fait esclave, il est dhimmi, mais on l'assimile à peu près, le mot abd. L'homme est né pour servir Dieu. Ça, c'est le principe de l'islam absolu. Et l'esclavage, ou le dhimmi, est la punition de celui qui ne s'y conforme pas. Raisonnement simple, linéaire et absolument rigoureux. La foi et l'obéissance sont les valeurs maîtresses de l'islam. La foi et l'obéissance. Oui, mais l'obéissance à qui? Ça, nous allons le voir tout de suite. Le juif, même quand il est libre, qu'il n'est pas esclave, est quand même un dhimmi, donc un être inférieur. Et là, on arrive à quelque chose d'extrêmement important. La liberté n'a de sens et ne vaut et n'est méritée que par les puissants, c'est-à-dire les maîtres arabes. En d'autres termes, ce ne sont que les puissants musulmans qui sont libres, ce qui veut dire que les musulmans pauvres, la piétaille, est réduite absolument au même rang que les juifs, sauf qu'ils ne sont pas dhimmi. Ils ne sont donc pas soumis aux lois particulières du dhimmi, ce sont des musulmans. Mais ce sont des musulmans qui sont en devoir d'obéissance à l'égard du sultan. Nous allons voir le raisonnement tout de suite. Le professeur Enadji de Rabat, c'est un contemporain, dit que le discours sur l'affranchissement et l'égalité des croyants est une pure mythologie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un musulman, le professeur Enadji. L'affranchissement et l'égalité des croyants est une pure mythologie. L'affranchissement et l'égalité des croyants. Les croyants, il s'agit donc bien des musulmans. L'islam, soi-disant égalitaire, est d'abord une religion de soumission. Et le rayon d'action, l'étendue du pouvoir du calife, ne se définit que par cette perspective de la servitude. Il n'y a de conception de la liberté, et des mots importants que je dis là, j'espère que vous arrivez à me suivre, il n'y a de conception de la liberté qu'en rapport avec son opposé, l'esclave. C'est-à-dire que si nous disons que nous sommes libres, moi je me sens parfaitement libre en Eretz Israël, je me sentais d'ailleurs aussi libre en France, il faut le dire, je pouvais faire ce que je voulais, et je ne cherchais pas autre chose, je me sentais libre. Point. Le musulman, c'est pas ça. Il ne se sent libre que dans la mesure où l'autre ne l'est pas. C'est la réduction de la population à la situation de dhimmi ou d'esclave ou d'inférieur qui définit la liberté du sultan ou du caïd ou du puissant quel qu'il soit. Donc, la liberté est un véritable privilège. Et la servitude, encore une fois, pas au sens esclavage, servitude, c'est-à-dire le rang inférieur, est la règle normale en pays d'islam. L'esclave affranchi, comme le dhimmi, sont des moitiés d'hommes au regard du maître. Ce ne sont pas des hommes,
ce sont des moitiés d'hommes. Il faut bien comprendre que tout ce que je vous raconte là définit de façon définitive le rapport de l'islam avec les autres. Et ça vaut jusqu'à aujourd'hui. Ça reste toujours en vigueur. Il n'y a ni citoyens ni égaux, il n'y a que des sujets. C'est très clair. On devrait peut-être plutôt dire des compléments d'objets directs. Ce serait plus juste dans le rapport, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas de citoyens égaux, il n'y a que des sujets. La servitude est véritablement la clé de voûte de cette construction mentale. Tout le système repose là-dessus, sur un rapport de maître à inférieur. On ne va pas dire esclave ou dhimmi, de maître à inférieur, tout simplement. Alors, c'est fait. Cette relation à l'égard de l'inférieur ou de l'esclave ne peut subsister, ne peut se maintenir que par une violence visible, d'où les coups de bâton en public ou l'exposition des suppliciés. D'ailleurs, de façon tout à fait contemporaine, regardez ce qui se passe en Iran, où on pend les gens en public, au bout d'une grue, devant tout le monde. Pareillement d'ailleurs, à l'occasion, en Arabie Saoudite, où on coupe les mains ou les têtes en public. Pas souvent quand même, un peu moins. Alors, ce rapport maître-esclave ou maître dominant-dominé est la retransmission, la retranscription exacte de la soumission du croyant à Dieu. Le croyant, son objet, son but, sa raison d'être dans l'islam est la soumission à Dieu, vraiment la soumission à Dieu. Il n'y a pas d'espace de liberté là-dedans. Et le rapport social dans les sociétés musulmanes est calqué là-dessus. Il définit les relations entre le roi et ses sujets. Et c'est dans cette perspective, dans cette construction, que se situe la place diminuée, la place dhimmi du juif. Voilà. Et ça donne des résultats que ça donne. L'enfant arabe comprend très très vite qu'il peut insulter ou frapper impunément le juif, personne ne lui dira rien. Et nous en avons une illustration par Saïd Galab. C'est un professeur marocain qui a émigré ensuite en France, un contemporain, et qui rapporte au Maroc vers 1930, c'est quand il était gosse. Nous aimions trois choses: jouer au football, voler, et excusez-moi du terme, mais c'est les siens, et emmerder les juifs au Mela. Parce que voilà, c'était. Vous savez tous que les enfants peuvent être extrêmement cruels. Nous avons tous le souvenir de petits copains qui arrachaient les pattes des mouches, quand il y en avait d'autres qui étaient pires, qui coupaient les ailes des pigeons. Les enfants sont très souvent cruels. Alors évidemment, quand on peut taper sur un juif impunément, c'est une distraction formidable dont il ne faut surtout pas se priver. C'est une manifestation tout à fait classique, dit-il, du mépris, et c'est ce qui détermine le code d'intégration pour les colonisateurs français. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben, en fait, quand les colonisateurs français vont arriver au Maroc, ils vont comprendre très rapidement, les musulmans sont majoritaires évidemment, que pour se faire accepter, il faut jouer le jeu. Et donc, les colonisateurs français vont rentrer dans ce même rapport de mépris à l'égard des Juifs, qui ne s'exprimera pas par le droit de taper sur les Juifs comme on veut, mais des attitudes de rejet, de mépris, encore une fois, d'ostracisme, qui sont le fait de colonisateurs français. On en aura des illustrations. Dans autre chose, ce joug séculaire des Juifs, cette situation de dhimmi depuis des siècles, a provoqué chez les Juifs une attitude d'humilité et une attitude de crainte. Or, cette attitude d'humilité et de crainte, plutôt que de les... Ils se comportent comme ça parce qu'ils ont peur, évidemment. Il n'y a pas de tribunaux pour eux, ils ne peuvent pas se plaindre. Ils n'ont pas le droit de répliquer quand on les tape. Donc, voilà.
Mais plutôt que de les protéger, cette attitude d'humilité a encouragé ce mépris des Arabes envers les Juifs. Évidemment, on les voit comme des gens apeurés, etc. Donc, ça ne fait qu'amplifier le mépris des Arabes à l'égard des Juifs, mépris qui sera repris, ce que je vous disais avant, par certains fonctionnaires français dans l'espoir de flatter l'orgueil arabe. Évidemment, ces colonisateurs qui arrivent, il faut qu'ils se fassent accepter par la population, et quel meilleur moyen, sinon, de faire comme eux pour dire oui, on est bien d'accord avec votre façon de vous comporter. Il est de bonne politique de montrer son mépris pour les Juifs. Et plus le Juif se fait humble, plus il est indigne. Plus il s'efface, plus il est effacé. C'est une spirale descendante. C'est un cercle vicieux. Le Juif n'est pas un homme viril. La preuve, il est incapable de protéger l'honneur des femmes, d'où des rapts, des viols, des réductions en esclavage ou aussi des conversions forcées. Il y a beaucoup de chroniques, pas de l'Alliance israélite seulement, mais des chroniques arabes également, au Maroc, qui parlent de rapt de femmes, suivi de viols et souvent de mariages forcés. Lorsqu'un caïd interdit aux femmes juives de porter le voile, elle est exposée au regard méprisant des musulmans. Et c'est une honte absolue pour le juif qui pourtant ne peut rien faire. Il est impuissant s'il voile sa femme et il reçoit une bastonnade. Et vous savez ce que ça signifie la bastonnade, je vous l'ai raconté. Et d'ailleurs, une illustration de ça, c'est le code d'honneur musulman qui interdit à une femme musulmane de recevoir chez elle un homme musulman. Mais par contre, elle peut recevoir un juif, car le juif, il est kif el-mra. Il est pareil à une femme. Montez tout le mépris. Alors, il y a un côté positif à ça, c'est un peu souriant, c'est que comme ils peuvent rentrer dans les maisons arabes, les colporteurs peuvent faire leur travail. Mais quand même, c'est dû à un total mépris de la valeur du juif, kif el-mra, il est comme une femme. Je ne méprise pas les femmes en disant ceci, mais dans la société musulmane de l'époque, la femme, c'était vraiment pas grand-chose. Donc voilà, et il a donc le droit de rentrer chez une femme musulmane. Alors, ne vous trompez pas, cette image du juif qui était équivalent à une femme, on le trouve également chez les chrétiens. On remonte plus haut, on est dans le bas Moyen-Âge, où le juif est présenté très souvent sous les traits d'une sorcière menstruée. Donc aussi, il a une femme. À Sanaa, par exemple, au Yémen, dans les cellules qui sont réservées aux Juifs, il n'y a pas de barreaux. Il n'y a pas de barreaux parce qu'il est tout simplement impensable, vu leur lâcheté, on les voit comme ça, vu leur humilité et le mépris dans lequel on les voit, il est invraisemblable qu'un Juif puisse tenter de s'évader. Donc on ne met même pas de barreaux à la fenêtre de la prison. On ne craint pas le Juif. C'est un être apeuré. C'est important ce que je vous dis là. On ne craint pas le Juif, parce que nous allons voir qu'il y a une période où ça va un peu changer. On ne craint pas le Juif. Galab, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, ce jeune Marocain, raconte que les enfants pensent que le manque de réaction des Juifs est dû au fait qu'ils se sentent coupables. Et donc, on peut les taper comme on veut. Il n'y a pas de problème, ils sont coupables. Le Coran utilise aussi un mot, on parlait de vocabulaire tout à l'heure, le Coran utilise un mot, le mot dilla. Dilla signifie humiliation, déchéance. Et ce mot dilla est utilisé pour qualifier le statut dans lequel Dieu a rejeté les infidèles, humiliation et déchéance. Donc ce n'est pas que les Juifs, tous les infidèles sont rejetés à ce statut d'humiliation. Le mépris, toujours ce fameux mépris, mène à une description du Juif comme immoral par nature, suspect, débauché, fraudeur. Et puis on va rajouter une petite couche après, l'accusation de crime rituel. Alors ça c'est très intéressant, une accusation qui est importée dans le monde arabo-musulman
par les chrétiens, une notion totalement inconnue jusqu'au 19e dans le monde arabo-musulman. Aujourd'hui, par contre, il existe. Je vous rappelle qu'il y a peut-être 4 ou 5 ans, notre cher partenaire de paix, M. Abou Mazen, a parlé de crimes rituels dans les territoires. Il y a 4 ou 5 ans. L'idée n'est pas partie. Voilà. Mais c'est une idée qui a été importée par les chrétiens dans le monde arabo-musulman. Le récit arabe, y compris le récit universitaire qu'on peut quand même supposer un peu plus évolué, un peu plus développé, parle des mauvaises mœurs des Juifs et entre autres, ça c'est après l'invasion espagnole à Tétouan, que les Juifs profitent de l'invasion espagnole de Tétouan en 1860 pour se livrer à la débauche et ne pas payer le loyer aux musulmans. Voilà. Nous allons voir tout à l'heure que payer le loyer, c'était certainement pas souvent une option, mais c'est pour plus tard. Les Juifs sont friands de femmes musulmanes, c'est ce qu'on raconte. Ils ne sont pas loyaux, en tout cas pas au Maroc. Ils sont fraudeurs, ils sont arrogants, interdisant aux Arabes de flâner dans les ruelles du Mela. Ça, c'est intéressant. Tout à l'heure, je vous ai dit que ils sont complètement diminués. Puis voilà qu'ils relèvent un petit peu la tête, un petit peu, pas beaucoup. Quelle arrogance, interdire à des Arabes de venir déambuler dans les ruelles du Mela pour pouvoir taper un Juif, lui faire un croche-pied ou se moquer de lui. Et Saïd Galab, toujours notre jeune Marocain, témoigne en 1965 des relations entretenues avec les Juifs. Et je le cite. C'est avec ce lait haineux que nous avons grandi. C'est dans cette tension que nous avons compris ce qu'était un Juif. Nous aimions 3 choses au monde, il reprend, le football, voler et emmerder les Juifs. C'est son récit en 1965 sur la situation une trentaine d'années plus tôt. Et les musulmans, on arrive au début de l'arrivée des colonisateurs. Vous savez que les Juifs les ont reçus évidemment à bras ouverts parce que ça signifiait pour eux peut-être un peu d'espace de liberté. Et ils ont des postes, ils ont des situations dans l'administration de temps à autre. Et les musulmans ne supportent pas que ces collaborateurs, entre guillemets, collaborateurs des chrétiens, notifient leurs ordres aux croyants musulmans. Mais c'est le monde à l'envers, ça. Quoi, un juif donne des ordres maintenant à un musulman? C'est impensable dans la conscience de l'islam. C'est un des problèmes ici aujourd'hui. Il est récurrent, il est sous-jacent. Ce que je vous raconte se perpétue, dure encore aujourd'hui, et c'est un des problèmes ici où les Arabes sont soumis à l'autorité israélienne et ça ne passe pas toujours bien. Ça heurte leur conscience, leur tradition. C'est le monde à l'envers, la perte des repères identitaires. Et d'ailleurs, c'est intéressant, des consuls européens témoignent qu'il est impossible d'envisager un juif émancipé dans les pays arabo-musulmans, car il dominerait très vite les musulmans. Ah ben, c'est un gros problème pour les consuls européens. D'ailleurs, dans l'histoire, la longue histoire, tous les juifs de cour qui ont été au service de princes arabes, tous pratiquement, sont morts de mort violente, à cause, entre autres, de leur oubli, de leur origine dhimmi. Ils sont devenus puissants et très vite on oublie d'où on vient, très classique, et puis un jour il y a un retour de manivelle, ils ont tous fini de façon violente. En général, c'était lorsqu'il y avait changement de maître, changement de sultan ou de caïd, que le proche du caïd précédent était exécuté. Voilà. Et donc tout ça génère des soulèvements anti-juifs épisodiques. Ce n'est pas récurrent, ce n'est pas permanent comme dans le monde chrétien, mais pour toutes les raisons du monde. On peut avoir un soulèvement anti-juif à cause de la pression fiscale trop forte,
comme si nous y pouvions quelque chose. C'est la décision du sultan ou du caïd. Ils n'y peuvent rien. Au contraire, ils sont encore plus pauvres que les Arabes, mais on se soulève contre les Juifs, parce qu'on peut se soulever contre eux. On ne peut quand même pas se soulever contre le sultan. Ça, ce serait extrêmement dangereux. On est sujet, ne pas oublier. Donc, on est un peu plus fort que le Juif qui est dhimmi. On peut s'en prendre au plus faible. Ça marche très bien. Également, on va se soulever contre les Juifs à cause des taux de prêt. Sauf que les Juifs sont encore plus pauvres que les Arabes. Alors, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique, mais ça se passe comme ça. Autre chose, il y a des mouvements millénaristes également dans l'islam, et ces mouvements millénaristes vont se porter systématiquement contre les Juifs. En 1862, il y a une révolte, ce qu'on a appelé la révolte du Garbe. Le Garbe, c'est une région au nord de Rabat, donc le long de la côte atlantique, révolte à cause de la pression fiscale trop importante. Et il y a un berger qui s'appelle Djilali Roghi, qui se prétend être le Mahdi, donc le Messie, si vous voulez, dans l'islam. Et il veut remplir la terre de justice. Alors, comment est-ce qu'on remplit la terre de justice? On va livrer l'or au peuple. Et qui c'est qui détient l'or? Ce sont les Juifs. Et donc, on va se rendre dans les Mélas, où il y aura lieu un joli massacre de Juifs pour prendre l'or qu'ils n'ont pas. Mais voilà, le Mahdi, un mouvement millénariste. L'augmentation des prix, la famine, les Juifs qui en sont responsables, évidemment, avec les conséquences que vous imaginez. Le Maroc signe un traité commercial avec les pays européens, un traité qui est vraiment très défavorable au Maroc. On est là tout à la fin du 19e. Et c'est un photo juif, évidemment. Ce sera le prélude à un pogrom à Fès en 1883. C'est le sultan qui signe, ce n'est pas les Juifs, c'est les Juifs qui sont responsables. Il y a un bombardement français depuis la mer, on l'a déjà vu cette histoire-là, qui cause de grandes pertes, notamment à Mogador. Et du coup, il y a une chasse à l'homme contre les Juifs, les hommes sont poignardés, des femmes sont violées, et il y a un rapport là-dessus d'Isaac Pisa de l'Alliance israélite. Qu'est-ce que les Juifs sont responsables du bombardement de la marine française? Le point culminant de toutes ces exactions, dû à l'arrivée des colons petit à petit, sera évidemment le triple de Fès dont je vous ai longuement parlé en 1912. En 1904, un journal allemand qui s'appelle Die Welt, qui est un journal sioniste, rapporte les impressions de voyage de Rudolf Nassau sur les Juifs en Égypte. Écoutez ce qu'il dit. Plus arabes que juifs, orientaux de mentalité, opprimés, négligés, sans intelligence ni éducation, plus superstitieux que religieux. Voilà la description qui est faite. Et là, on parle de Juifs d'Égypte qui sont beaucoup plus modernistes que les Juifs de Tunisie ou du Maroc. Les Juifs occidentaux, ce sera un gros problème, adoptent clairement une vision colonialiste des Juifs orientaux. Et là, il y a une ambivalence permanente qui va durer pendant quelques bonnes dizaines d'années. Il faut apporter à ces braves Juifs les Lumières, la Haskalah. Et c'est là qu'il est intéressant de noter, je vous l'avais déjà dit, que les grands historiens juifs du 19e et plus tard aussi, qui ont pourtant considérablement aidé à formater la conscience nationale juive, à se structurer, à se forger, et qui ont donc contribué par les idées à l'idée sioniste, c'est dire l'importance d'ailleurs de leur travail, ne s'intéressent que marginalement ou pas du tout au monde juif d'Orient. On peut remonter à Yost, qui écrit une histoire des Israélites en 1828. Il n'y a pas un mot sur les Juifs des pays arabo-musulmans. Gretz, très très grand historien, 1850-1880, une histoire des Juifs, pas un mot. Greisel en 1940, alors lui, il nous parle quand même de l'expulsion des Juifs d'Espagne, mais ça s'arrête là.
Ils partent quelque part au Maroc, enfin, en Afrique du Nord, ils vont remonter même jusqu'à la Turquie et plus loin encore. Mais c'est tout. On ne parle pas des Juifs d'Afrique du Nord. Dubnoff, pas un mot, très très grand historien. J'ai lu récemment un livre, je suis encore en train de le lire, il n'est pas fini, d'un certain Paul Johnson qui est décédé il y a 15 jours, un livre qui a été écrit en 1970. En dehors de l'expulsion des Juifs d'Espagne, il n'y a pas un mot sur les Juifs des pays d'Orient. Et très curieusement, donc, personne n'en parle. Il n'y a que l'Alliance israélite universelle, avec tous ses défauts, avec toutes les erreurs qu'elle fera, et nous y reviendrons plus d'une fois, pour s'intéresser à cette communauté. Alors, on en parle un petit peu de la communauté d'Orient après l'affaire de Damas en 1840, mais véritablement en termes coloniaux. On ne raisonne qu'en termes de nature. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est la vision qu'on a des Juifs, que le monde juif a des Juifs d'Orient. C'est par nature que ces Juifs sont indolents, sales, incultes, etc., etc. Le problème, c'est qu'on ne se pose jamais la question de savoir et de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Or, la réponse à ce pourquoi, c'est tout ce que nous avons vu avant. Cette humilité, ce mépris, cette situation de citoyen de seconde zone, de demi-homme, comme on le dit, et on ne voit pas ça, on ne le comprend pas. C'est une déchéance naturalisée, c'est-à-dire c'est la nature profonde, intrinsèque de ces Juifs que d'être comme ils sont. Alors, ce qui est curieux quand même, c'est que l'Alliance veut éloigner ces Juifs spirituellement de cette situation, veut les éloigner au fond de l'Orient, et corriger ses défauts, tout en les fixant territorialement. Ça, je vous l'ai dit, l'Alliance a deux principes. Le fait que nous ayons une même religion ne fait pas de nous un peuple. Et deuxièmement, les Juifs, il faut les aider, mais il faut les aider à se fixer et à s'autonomiser sur place. Bien. Alors, il ne faut pas que je bouge de trop, sinon ma caméra, elle se balade. Voilà. Donc, il faut les éloigner spirituellement de cet Orient tout en les fixant territorialement. Il faut les débarrasser de tous leurs défauts. Il faut les sevrer des mauvais côtés de la population arabe où ils habitent. C'est ce qu'on dit en 1928 à l'Alliance à Alexandrie. L'ignorance qu'on a de ce monde oriental est la norme. Et d'ailleurs, un personnage que vous aimez tous, Théodore Herzl, envisageait d'envoyer le trop-plein de l'immigration juive vers la Libye, qui dispose d'institutions libérales italiennes. Je cite Théodore Herzl. « Comment peut-on être assimilé à ces Juifs qu'on dit frères, mais qui sont plongés dans l'obscurantisme ?» C'est un grand monsieur, Herzl, personne ne peut le contester. Il exprime une idée, une conception d'une certaine époque, et il ne se voit lui-même aucun point commun avec ces Juifs d'Orient. Ce qui explique ensuite la réception dont ils vont bénéficier ici. J'ai dit explique, je n'ai pas dit excuse, quand ils viendront en Palestine. Il y a chez ces Juifs occidentaux un embarras, une répulsion, mais en même temps un véritable sentiment de solidarité, et il en découle une ambivalence dans le discours des Juifs européens, également une ambivalence qu'on retrouve dans le mouvement sioniste, qui pousse au départ des Juifs des pays arabo-musulmans, mais qui les accueille très très mal quand ils arrivent en Palestine. En témoigne, par exemple, l'alliance manquée en 1923 de quelques dizaines, pas un groupe très important, une soixantaine, je crois, de Juifs du Maroc, qui vont être refoulés par les Anglais et pour lesquels l'exécutif juif en Palestine
ne lèvera pas le petit doigt. Il ne tente rien. Alors, bon, tente rien, pas facile avec les Anglais. Sauf que, en même moment, le même exécutif juif en Palestine intervient de façon extrêmement active auprès des Anglais pour des Juifs d'Europe qui sont dans une même situation de rejet. Et il obtiendra gain de cause. Donc, vous voyez, là aussi, il y a déjà deux poids, deux mesures. Il y a une façon d'aider les uns ou de ne pas aider les autres. Le regard du juif colonial, j'appelle ça comme ça, parce que le juif qui vient de ces pays coloniaux, que ce soit la France, l'Italie ou l'Angleterre, sur le juif colonisé est le même partout. Mais pour autant, il faut l'aider. Oui, ça c'est notre rôle. Ces juifs français ou anglais sont gênés parce que d'un côté, ils sont vraiment fidèles à leur nation, ce sont des vrais patriotes. N'oubliez pas qu'en France, on a été émancipé en 1780, allez, ça rentre dans les faits en 1840. Les Juifs sont terriblement reconnaissants à la République française de les avoir émancipés. Premier pays au monde qui a émancipé les Juifs. On a une dette de reconnaissance à l'égard de la France. Ça viendra ensuite en Angleterre, dans les autres pays. Alors, il y a une vraie fidélité au pays dans lequel on habite, et or ces nations ne veulent à aucun prix braquer la population arabe des pays colonisés. Du coup, les autorités juives qui aident les Juifs d'Orient ont fait un silence absolu sur l'oppression. On n'en parle pas pour ne pas braquer les Arabes et donc desservir la France ou l'Angleterre, selon le cas. Et d'un autre côté, ils se montrent parfaitement solidaires de ses frères extrêmement éprouvés d'Orient. Je continue encore un petit bout. C'est presque l'heure. Donc, je vais peut-être m'arrêter parce qu'on va approfondir un petit peu l'affaire de l'Alliance israélite. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué. Si vous avez des questions, ben, c'est le moment. Et donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Et on se reverra dans 15 jours. Voilà, où est-ce qu'il est notre copain Johan? Il sèche les cours? Bon, ce que je voulais raconter, on va l'attendre, il doit arriver d'une seconde à l'autre. Pourquoi j'insiste beaucoup sur tous ces fondements du rapport? Parce que nous en subissons aujourd'hui exactement les conséquences. On est toujours dans ce rapport, contrairement à ce qu'on peut raconter. Si demain, Israël donne toute la Judée-Samarie, la moitié de Jérusalem, et je ne sais pas, tout ce qu'il demande, vous croyez qu'on aura la paix? On ne l'aura pas, mais ce n'est pas une question territoriale. C'est un rapport qui est insupportable dans la conscience de l'islam que des Juifs puissent occuper une terre qu'ils considèrent comme la leur. Voilà. C'est un problème religieux, ce n'est pas du tout un problème territorial. D'ailleurs, pourquoi est-ce que, avant 67, quels étaient les territoires occupés dont on réclamait la libération? Pourquoi y avait-il à l'époque déjà des attentats, puisqu'il n'y avait pas de territoire occupé? Voilà. Pourquoi les mêmes dits palestiniens n'ont pas accepté le plan de partage? Parce que les pays arabes ont catégoriquement refusé, il ne faut pas l'oublier, ils ont refusé un État palestinien. Voilà, quand on fait des erreurs dans la vie, on en paye le prix un jour. C'est comme ça. Voilà. Johan, il est où, le monsieur? Je ne réponds pas au téléphone. Ouvre ton micro, il est ouvert ton micro? Mais mon micro, il est ouvert, oui. Regarde si quelqu'un peut ouvrir son micro. Mais je ne sais pas si quelqu'un peut ouvrir son micro. Je ne réponds pas. Alors. Or, ce que je vous ai dit de ces Juifs occidentaux, imaginez-vous quand même, je l'avais raconté d'ailleurs tout au début, il faut tirer un grand coup de chapeau à l'Alliance israélite, parce que nous avons là affaire à des Juifs bourgeois, installés très bien dans leur peau, vivant très très bien en France,
et qui vont vraiment se démener, faire beaucoup d'efforts pour une communauté qu'ils ne connaissent pas. Ils ne les connaissent même pas. Ils savent qu'il y a des Juifs dans les pays d'Orient qui sont dans une situation difficile. C'est les Juifs, il faut les aider, point. Ils ne les connaissent pas, ils ne connaissent rien. Donc évidemment, les premiers contacts vont être rugueux et plein d'incompréhension parce qu'ils ne comprennent pas la manière de vivre de ces gens, lesquels ne comprennent pas la manière de vivre des Juifs européens. Évidemment, il va falloir s'adapter. Ça viendra assez rapidement d'ailleurs dans les cours des écoles de l'Alliance, parce qu'au début, l'Alliance vient dans ses premières écoles avec un programme très précis d'enseignement, des mathématiques, des langues, de plein de choses, et puis évidemment de la modernité. Et très vite, ils se rendent compte que c'est pas possible. C'est pas possible de venir avec ça auprès d'enfants qui n'ont rien à manger et qui se promènent en guenilles. Je vous avais raconté très longuement l'histoire de M. Confino, le grand-père de Marie Choukroun, qui a été directeur de l'Alliance israélite à Ispahan, et qui a fait des récits incroyables de ce qu'il a trouvé sur place. Il n'est pas question de venir chez ces gens avec un programme scolaire de l'éducation nationale, etc. Il fallait d'abord leur donner une soupe à manger à ces enfants, essayer de leur mettre un vêtement correct sur le dos, leur apprendre à se laver, leur apprendre un peu d'hygiène, leur apprendre à ne pas chaparder. Très souvent, ils allaient faire des petits boulots pour aider la famille. Ça a été très difficile, très compliqué. Mais rapidement, les maîtres ont compris où était l'urgence et ont changé complètement le programme scolaire, évidemment. Mais finalement, ils ont quand même donné une formation, notamment linguistique, on en a déjà parlé, surtout chez les Juifs marocains. Ils ont appris l'anglais ou ils ont appris le français. Ils ont appris, voilà, ce qui leur a permis de partir, de s'exporter, de s'expatrier et de faire souche dans d'autres pays où ils ont atteint de belles situations et sont devenus des gens tout à fait remarquables là où ils ont fait souche. Bon, alors, notre ami, il n'est pas là. Alors, si vous pouvez taper des questions, si vous voulez, sur le, je ne sais pas comment ça s'appelle, le chat. Et voilà. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, donc on a tout compris. Eh bien, alors, dans ce cas-là, on va se revoir dans 15 jours et je souhaite de tout cœur ne pas avoir besoin de placer le prochain cours à la mémoire de qui que ce soit et de vous apporter de bonnes nouvelles. À bientôt. On le fait chaque fois. Il ne le fait pas chaque fois, mais là, il le fait. Voilà. Il ne l'a pas fait seulement chez toi. Ça veut dire quoi, ça? Attends. Regardez si vous pouvez ouvrir vos micros, mais je ne le crois pas. Bon, c'est ennuyeux, ça. Bonsoir, Nicole. Ah, Jeannette. Ils ne peuvent pas ouvrir. Et Raphaël. Content de te voir. Simon. Il y a une madame qui a écrit que les Juifs marocains ont perdu la Torah par l'Alliance. En quoi? Perdu la Torah. Perdu. Oui. Alors, il y a une dame qui dit que les Juifs marocains ont perdu la Torah par l'Alliance. Alors ça, c'est une excellente réflexion. Je ne suis pas capable de répondre. C'est certain que l'accès à une certaine modernité a émoussé la foi des Juifs.
que ce soit au Maroc ou en France ou ailleurs. C'est évident. D'un autre côté, l'action de l'Alliance israélite a permis à ces gens de sortir d'une misère absolue, qui est quand même une misère au quotidien, une misère très difficile. Voilà, c'est revenu le son. Ah, Je peux parler? oui, oui, madame. Monsieur, vous Justement, vouliez, pardon, c'est moi qui avais posé cette question. Je Vous trouve qu'elle vouliez- est importante. vous vouliez le livre de mon grand-père? Oui, oui, absolument. Je n'ai pas oublié, Nicole. Bon, alors, quand vous voulez, on se mettra en Je relation. vous téléphone. Je vous téléphone. Je vous téléphone. En tout cas, merci beaucoup pour ces cours. Merci. Et quand nous sortions avec mon beau-frère marocain, juif, il prenait toujours un journal sous son bras en arabe ou je ne sais pas quoi. Il se promenait comme s'il était arabe parce qu'il avait peur de se faire régresser. Ça, c'était très, Voilà. très récent. Oui, oui, c'est une parfaite illustration. Je voudrais revenir à la question de la dame tout à l'heure Oui, sur bien sûr. la perte de foi due au travail de l'Alliance israélite. Oui, Alors, parce que je peux compléter ma question. oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand les Juifs, on a été chassés par les Romains, on était quand même des immigrants. On cherchait des refuges. Bon, on avait qu'un désir, je pense, puisque l'histoire nous l'a montré, c'était de garder notre foi avant toute chose. Alors, au Maroc, comme ailleurs d'ailleurs, je pense, on a réussi. Jusqu'au moment, on a réussi, c'est-à-dire que ces gens étaient pauvres, mais ils connaissaient la Torah, ils étaient des Chachamim, on le sait. Donc, c'est quand même l'Alliance qui a bousculé tout ça. Et elle a réussi, parce que malheureusement, moi, j'ignorais tout de ma religion. Je suis en train de la reconquérir. Je vais vous dire, je crois que c'est le problème des excès. D'un côté, l'Alliance, elle a permis à ces gens de se sortir de cette misère, il faut quand même le dire. L'objectif de l'Alliance n'était pas de déjudaïser les gens. Par contre, ils avaient un autre objectif, ils l'ont dit, il faut les Occidentaliser. Les arracher à la superstition qui prévalait, c'est vrai, à les arracher à des croyances qui ne relèvent pas du judaïsme fondamental et les ramener vers un judaïsme. Alors, les Juifs de l'Alliance, les Juifs français, étaient étaient émancipés, et donc, meilleure preuve de reconnaissance à l'égard du pays émancipateur, c'est de se dissoudre dans la société. Ça a été l'extrême de l'époque. Quelqu'un qui a fait un travail formidable pour les Juifs, Crémieux, ses 2 enfants sont convertis au catholicisme. Donc, c'est un échec de l'Alliance sur ce plan-là. Alors après, il ne faut pas jeter l'eau sale avec le bébé. C'est un échec. Ensuite, il s'agit pour chacun de tempérer les choses. Accéder à une certaine modernité par l'apprentissage des langues, des mathématiques, etc. Moi, je suis vent debout contre ces orthodoxes qui ont demandé qu'il y ait une loi n'exigeant pas des yeshivot d'enseigner les mathématiques et l'anglais. Ce sont des ce sont des criminels qui fabriquent des gosses qui seront handicapés dans la vie. Je vous rappelle quand même que la Torah ne suffit pas et que nos grands maîtres travaillaient tous, à commencer par Hillel. Rashi, travailler, c'est nécessaire. Le Gaon de Vilna, qui est l'inspirateur des mouvements Haredi lituaniens en Israël, disait qu'il fallait apprendre la médecine, les mathématiques et les langues. Alors, c'est bien d'apprendre, c'est bien de s'émanciper jusqu'à un certain point. Après, il faut d'autres garde-fous pour ne pas... Qu'est-ce que ça veut dire s'émanciper? Parce que moi, je dis vivre avec son temps, d'accord? D'accord, si vous voulez, si vous préférez. S'émanciper d'une emprise exagérée, ce qui se passe dans certains milieux en Israël, et vous le savez, du religieux, ne laissant aucune place au chol. Mais nos religieux marocains, même si c'était des gens humbles et pauvres,
eh ben, ils travaillaient. Ils étaient cordonniers, ils étaient ce qu'on veut, Oui, artisans. oui, 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 oui. Et le principal dans leur vie, c'était l'étude de la Torah. Bon, malheureusement, on a perdu ça presque. On a failli perdre ça. Longue discussion, je crois qu'on ne sera pas tout à fait d'accord là-dessus. Et puis, quand même, ils ont réussi aussi une chose, c'est à rester en communauté. Dans l'ensemble, le peuple juif a perduré grâce aux lois d'Imi, probablement. Parce que grâce aux lois d'Imi, eh ben, ils n'avaient pas le droit de se marier entre eux, etc. Et c'est une vision des choses. Si vous avez envie de retourner au statut de dhimmi, pas moi. Clairement pas. Et c'était un bien, je veux dire, pour le peuple. Non, ce n'est pas un bien. Non, ça ne peut pas être un bien. Se marier entre eux, que ce soit même interdit. Et comment on faisait? Eh ben, on avait des vêtements pour se reconnaître. Oui, je sais, j'ai raconté tout ça. Je maintiens, je ne crois pas que le statut de dhimmi soit une bonne chose. Vous savez, ça c'est le titre d'un bouquin, Israël en danger de paix, les Juifs en danger d'assimilation. À nous de veiller. Nous sommes libres, contrairement à l'islam, où tout est prédestiné, et j'y reviendrai à ça dans le cours. Dans le judaïsme, nous sommes libres de nos actions. À nous d'agir intelligemment, d'avoir des maîtres qui nous guident, d'avoir des penseurs qui nous disent vers où aller. On peut parfaitement faire cohabiter le Chol et le Kodesh, qui sont d'ailleurs pas… J'ai eu Shabbat, un cours, où un Talmid Chacham, qui est une smicha de Rabbanout, le professeur Dana Picard, mais qui est également un grand chercheur en astrophysique et en maths, disait qu'opposer le Chol et le Kodesh, c'est une conception chrétienne, ce n'est pas une conception juive. Le Chol permet d'expliciter le Kodesh et le Kodesh permet d'encadrer le Chol. Avec ça, je suis absolument d'accord. Maintenant, en tant que d'imposer, c'est même pas imposer, moi, à mon idée, c'était de commun accord que l'islam renonce à convertir les Juifs comme ils l'ont fait avec les Berbères et avec tout le monde, hein, et donc ils nous ont respectés dans ce sens, qu'on a pu garder notre foi, et c'est déjà bien, quoi. Avec votre permission. Écoutez, il y a beaucoup à dire là-dessus. Écoutez, nous, on doit se regarder nous-mêmes avant tout. Avant de critiquer ceux qui ont fait des lois d'Imi et de les critiquer sans peut-être se mettre dans l'esprit de l'époque et des bénéfices qu'on a eu grâce à ça, je ne suis pas historienne, hein, mais on peut voir aussi comment nous, on se comporte ici ou là avec nos immigrants. Ça, oui, ça m'intéresse. Est-ce que vous m'entendez? Grand débat, Une seconde, Ariel. Laisse Georges répondre. Je ne peux pas vous suivre sur ce terrain-là parce que là, vous dispersez de trop. Vous avez dit tout à l'heure que le statut de dhimmi a été une chance pour les Juifs. Personnellement, je ne le vois pas comme ça. Être un être diminué, méprisé, humilié en permanence, je ne trouve pas que ce soit un grand bénéfice. Je signale qu'en terre chrétienne, on nous pourchassait, on nous massacrait, on ne nous méprisait pas. Et ça a insufflé, j'en parlerai encore, ce statut de dhimmi a imposé petit à petit une attitude de peur, de terreur dans les yeux face aux musulmans qui est insupportable. Le juif était réduit à un non-homme ou un demi-homme, je l'ai dit tout à l'heure. Je ne trouve pas que ce soit un grand bénéfice. Avec si votre permission. L'adversité pour rester juif, c'est que l'enseignement du judaïsme est mauvais. La transmission du judaïsme ne doit pas forcément passer par l'oppression. Je suis désolé. Elle se passe par des choses positives, pas par l'oppression. Georges, avec Merci, Ariel. Oui. Alors, c'est en traduction française. Les Juifs sont restés juifs en Europe grâce à l'antisémitisme. Il faut continuer, n'est-ce pas, l'antisémitisme, parce que c'est ça qui va nous, comment on appelle ça, nous protéger.
Personnellement, j'ai passé 2 ans à l'école de l'Alliance israélite universelle à Casablanca et tout ce travail, enfin tout ce que j'entends ici maintenant, je ne l'ai pas du tout vécu. Il faut aussi dire qu'à Casablanca, il y avait le Bet Midrash Lamorim, l'école qui formait les maîtres à Casablanca, qui étaient d'Algérie, de Tlemcen, donc le rabbin Isaac Rouch, qui était aussi Et tu nous parles du XXe siècle, là. Oui, alors, une minute. Moi, au XXe siècle, en 1964, Oui. je suis allé à Tanger. Tous les jours, j'étais tabassé. Tous les jours, j'étais lapidé. Et pour me protéger, j'allais sur le bord de mer. Je prenais des galets. Je leur balançais des pierres pour qu'ils se protègent. Avec les galets, je leur tapais dessus. Et je devais peut-être avoir 11 ans. On était insultés à l'Iodi Zaka, c'est-à-dire le juif, c'est de la merde. Et il pue parce qu'il fait des gaz, comme on dit, alors que l'équivalent ici à Jérusalem jusqu'en 1948, c'était Bladi Bladna ou Léodi Klabna. Le pays est à moi et le juif, c'est mon chien. Ce qui fait que, comme tu as dit tout à l'heure, même une niche pour un chien de juif, ils ne nous donneront pas s'ils reçoivent une partie de ce qu'ils appellent le pays arabe du Moyen-Orient, enfin la Palestine. Et alors, il y avait 2 choses pour lesquelles on était tabassé quand il venait derrière vous. C'était avec ça, parce qu'un juif qui marchait droit, n'est-ce pas? Alors, il n'avait pas le droit, il devait baisser la tête. Et alors, avec ça, on lui donnait ici, sur la base du cou, un coup. Et donc, automatiquement, la tête était baissée. Ça, c'est ce que j'ai vécu personnellement. La deuxième que je ne savais pas, c'était avec l'index, n'est-ce pas, qui était là. On s'entraînait comme ça. Et il venait par derrière, tac, on vous le donnait. Et mes copains appelaient ça Garia. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Aujourd'hui, que je m'occupe de Teramé Mikra, Garia, c'est le sauf-pasouk, le trait du sauf-pasouk. Ils appelaient ça Garia. N'est-ce pas? Et tac, vous le refaisiez sur la tête ou vous leur donniez. N'est-ce pas? Alors, ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose qu'il y a, c'est absolument. Moi, j'ai vu, mais mon frère et ma soeur étaient aussi dans les écoles de l'Alliance. C'est vrai qu'il y avait une certaine mentalité. C'est vrai. Mais il y a cette sale mentalité lituanienne ou même Chabad qui disent les Chabad, ce sont eux qui ont sauvé le judaïsme du Maroc. N'est-ce pas? J'ai déjà entendu ça, des gens sont venus me le dire et même Omar, je l'entendais, ces choses-là. Bien sûr, les Lituaniens, même le Rav Heikin qui se trouvait à Marrakech, quand il est allé voir des rabbins là-bas, il sait comment appelle-t-on ça, n'est-ce pas, le judaïsme et la Torah des Juifs du Maroc, n'est-ce pas, c'est du, comment appelle-t-on, c'est du folklore, comme il disait, il traitait même d'arabe de Fès à la yeshiva d'Aix-les-Bains, et un rabbin m'a dit, enfin, le rabbin de Haïfa Zini m'a dit que comment il s'appelle, le Hacham Dahan, qui était à Marrakech, n'est-ce pas, l'a remis en place, n'est-ce pas, parce qu'il était venu aussi au Maroc pour chercher des élèves, parce qu'après la Shoah, il n'y avait plus d'élèves d'Europe, et donc il fallait prendre des petits Marocains. C'est comme ça. Et je crois que c'est, comment il s'appelle, c'est Ben Gurion qui a dit, l'État d'Israël a été fini à Auschwitz. Bon, ben, il y a eu Auschwitz, nous on a pris les armes en Afrique du Nord. N'est-ce pas? Ils n'ont pas pris d'armes, on ne sait pas pourquoi. Il y a cette... C'est un autre débat. Ariel, rentre pas là-dedans. C'est autre chose, Ariel. Juste pour revenir et montrer ça, n'est-ce pas? En 1906, mon grand-père, Raphaël Sasson Carciente, est parti en Argentine pour faire de l'argent et racheter sa femme. Et donc, il était ensuite, enfin, il est revenu au Maroc, mais il était parti. Il a survécu le pogrom de 1885, quelque chose comme ça, de Chefchaouen. Il a survécu le pogrom de 1903 de Setat, n'est-ce pas? Et il est parti juste quelques mois avant le pogrom de Casablanca de 1907. Et donc, ensuite, bon, il est revenu, mais il a même fait son service militaire en Argentine. Et quand il est arrivé là-bas, n'est-ce pas, j'ai appris par mon père, il a rencontré les oncles de sa femme, qui étaient déjà là-bas, qui sont venus de Tétouan et qui étaient là-bas. Et pour les contacts, je vais te l'envoyer, pour les contacts on avait parlé avec Tibériade, qui ramassait de l'argent, la fameuse carte que je voulais t'envoyer, voilà, je l'ai retrouvée ici, cette carte pour Purim, pour recevoir de l'argent, pour aider le Talmud Torah de comment on appelle ça, de Tibériade. Excusez-moi, mais... Je voudrais juste dire encore à Madame Moreau, on n'a pas les chiffres, mais pas mal de Juifs se sont aussi convertis à l'islam pour échapper à cette misère. Oui. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Je comprends ce que vous dites, mais l'antisémitisme, pour une part, c'est vrai, il protège la communauté, mais c'est une façon négative de voir les choses. La manière de protéger la communauté, c'est la transmission par nos maîtres, une transmission qui soit de qualité, qui ne ferme pas les horizons, qui permet d'être un juif
pratiquant, sérieux, étudiant, tout en étant inscrit dans le monde dans lequel il vit. Nous avons un rôle de phare des nations. On ne peut pas être un phare des nations quand on pratique on a un mode de vie qui date du début du 19e. Ce n'est pas possible. Non, mais d'accord. C'est tout. Ce n'est pas une position extrême. Moi, je souhaite, en tout cas c'est ce que je souhaite, que le judaïsme il soit positif, pas négatif. Il ne doit pas être sur la défensive, il doit être sur l'offensive. Elle se fait par des maîtres. Nous avons des maîtres extraordinaires aujourd'hui, capables de nous enseigner des choses, de nous donner des voies qui ne sont pas des voies de défense, mais des voies offensives, qui nous montrent un judaïsme souriant, pas un judaïsme pleureur. Si vous présentez à nos jeunes un judaïsme qui ne survit qu'en étant protégé par le mur de la dimitude, on va se faire foutre. Je vais changer, je vais sortir de là. Je n'ai pas envie, je ne veux pas ça. Et c'est normal. On est dans un autre monde. C'était le 19e. Ce n'est pas une critique du judaïsme marocain, madame. Ne vous trompez pas. Je ne crois pas que je me suis jamais montré critique. C'était une situation qui était le fait d'une oppression permanente, dure, difficile de cette population. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. L'Alliance leur a apporté quelque chose, avec des erreurs, avec des défauts, je l'ai X fois mentionné, des erreurs psychologiques, des erreurs pédagogiques, c'est vrai. Mais comme disait mon ami Marchais, finalement, résultat globalement positif, avec des erreurs. C'est certain. Et moi, personnellement, quand je parle aujourd'hui au 21e siècle de Kiyach, je ne parle pas de Kol Israël Haverim, mais de Kol Israël Yesh Lahem Helek Le'olam Haba. Ils sont venus avec leurs cisailles, ils ont coupé les chaînes. Il n'y avait pas que eux, il y avait Otsara Torah, il y avait Emma Banim, il y avait encore d'autres écoles, n'est-ce pas? Mais ils ont coupé ces chaînes et cette différence de tension qu'il y a eu entre le juif qui est allé à l'école et le petit arabe qui est en train de jouer au football, Casablanca pendant 2 heures seulement, il y avait de la place pour lui dans une école, on ne pouvait plus rester là-bas. Et c'est ça qui a fait finalement sortir. On ne voulait pas revenir après comment on appelle ça, après l'indépendance des pays arabes au statut, n'est-ce pas, de dhimmi, il n'y avait pas de place pour nous. C'est comme ça. Alors après, bon, le statut de dhimmi, il a été supprimé, mais la mentalité de voir le juif comme un dhimmi n'avait pas changé. Ça prendra beaucoup de temps. Monsieur Yedo a dit 300 ans. Une fois, on l'a entendu. Il a dit 300 ans peut-être. Oui. Merci beaucoup. Toda Rabba Georges. Merci Daniel. Merci Ariel de participer, de vous exprimer également. Il nous donne du vécu, c'est formidable. C'est formidable. J'ai déjà dit, c'est lui qui devrait faire le cours, pas moi. C'est pas fait.